Bonjour et bienvenue à cette révision du modèle de Bullman-Straub, une présentation qui vous parvient en direct de la quarantaine de la COVID-19. Dans cette vidéo, je suivrai en partie les diapositives des ateliers, en plus de vous proposer une illustration inédite du rôle des poids dans le modèle de Bullman-Straub. À la base, la principale différence entre les modèles de Bullman et de Bullman-Straub, c'est que dans ce dernier, nous attribuons un poids, noté WIT, à chaque observation. Ce poids représente l'exposition au risque d'un contrat durant une année, ou la taille du contrat ou le volume du contrat. Ce sont toutes des définitions qui sont à peu près équivalentes. Parce que les observations, les variables tarifées sont complètement... Parce que les observations, les variables que l'on tarife, sont complètement différentes dans le modèle de Bullman-Straub par rapport au modèle de Bullman, j'ai choisi de changer la lettre utilisée. Donc, je suis passé de SIT à XIT. Et donc, ça, c'est vraiment pour mettre en évidence que l'on utilise des variables complètement différentes entre les deux modèles. Donc, nous avons ici les hypothèses du modèle de Bullman-Straub. La première hypothèse est à peu près la même que dans le modèle de Bullman, c'est-à-dire que les contrats sont indépendants, les variables aléatoires représentant les niveaux de risque sont identiquement distribuées, puis, les variables aléatoires ont une variance finie, c'est une raison essentiellement mathématique. La grande différence entre les deux modèles, ça se trouve dans la deuxième hypothèse. Tout d'abord, l'espérance est toujours considérée constante dans le temps pour un contrat. Ça, c'est la même hypothèse que l'on avait dans le modèle de Bullman. Par contre, dans le modèle de Bullman-Straub, on dit que la variance des observations est inversement proportionnelle au poids. Et ça joue un rôle véritablement fondamental dans le modèle de Bullman-Straub. Et comme j'ai cru comprendre dans les forums, dans les messages des forums, qu'il pouvait peut-être y avoir encore un petit peu de confusion autour de cette hypothèse-là, je vais essayer de vous l'illustrer de manière un petit peu différente de ce que vous avez dans le document de référence et dans les diapositives. Imaginons que, comme assureur, nous offrons une assurance commerciale pour la flotte de véhicules pour 2 pharmacies. Ici, toute similitude avec des bannières connues est évidemment fortuite. Au départ, les pharmacies ne comptent chacune qu'une voiture dans leur flotte. Dans ce contexte, il est tout à fait raisonnable de considérer comme variable de tarification le montant total des sinistres pour chaque pharmacie. En effet, ces variables sont comparables entre elles et à niveau de risque égal, les primes totales seront les mêmes pour les 2 pharmacies. Donc, une variable SIT qui serait le montant total des sinistres satisfait les hypothèses du modèle de Bullman. Aussi pouvons-nous utiliser ce modèle pour calculer des primes de crédibilité dans ce contexte où les flottes de véhicules sont identiques, sont de taille identique. Maintenant, dans la crise sanitaire de la COVID-19, les pharmacies voient augmenter le volume de leur livraison, ce qui les oblige à agrandir leur flotte de véhicules. Ça, c'est un exemple tout à fait réel qui m'a été inspiré par des amis qui travaillent au service commercial d'un grand assureur. Donc, une pharmacie multiplie par 10 son nombre de voitures, alors que l'autre ne fait que le doubler. Dans ce nouveau contexte, le montant total des sinistres des 2 pharmacies n'est plus du tout comparable. Il y en a un qui a été multiplié par 10 potentiellement, alors que l'autre l'a multiplié par 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Un réflexe naturel pour tout actuaire va consister à observer plutôt le montant total des sinistres par véhicule. Avec cette transformation, on peut de nouveau comparer les observations et les primes entre nos 2 pharmacies. Donc, à niveau de risque égal, le montant espéré des sinistres par véhicule sera le même entre les 2 pharmacies, et de même que les primes d'assurance qui seront les mêmes par véhicule. Par contre, évidemment, une pharmacie va payer une prime 5 fois supérieure à celle de son concurrent, simplement parce que le volume, la taille de son parc automobile est 5 fois plus grande. Cependant, que s'est-il également passé au chapitre de la variabilité de l'expérience en observant les coûts par véhicule? Naturellement, plus le volume d'un assuré est grand, plus son expérience, lorsqu'elle est mesurée sous forme de ratio ou de moyenne, est stable. Donc, autrement dit, la variance de l'expérience de nos 2 pharmacies est inversement proportionnelle au nombre de véhicules dans leur flotte. Vous aurez compris que le nombre de véhicules correspond au poids dans le modèle de Bullman-Straub.
Ces poids permettent des différences d'exposition au risque d'un assuré à un autre ou d'une année à l'autre au sein d'un même assuré. Quand je dis ou, ça inclut les deux possibilités. Je souligne également que les poids sont vus comme des constantes observables et non comme des variables aléatoires dans le modèle de Bullman-Straub. J'espère que ce petit exemple vous aura permis de mieux comprendre le rôle des poids dans le modèle de Bullman-Straub et la différence fondamentale que ça implique sur la variable aléatoire qui est observée. Donc, si nous revenons à nos diapositives, nous avons quelques remarques importantes qui suivent les hypothèses du modèle de Bullman-Straub. En fait, ce sont essentiellement les choses que je viens d'expliquer avec l'exemple des deux pharmacies. Ce qu'il faut garder en tête, dans le fond, c'est qu'à partir du moment où l'exposition au risque est différente entre les contrats, si je veux pouvoir comparer l'espérance de l'expérience ou l'expérience espérée entre les contrats, je vais devoir utiliser des ratios. Dès lors que j'utilise des ratios comme observation, la variance des observations devrait être inversement proportionnelle au volume des contrats et ce qui fera en sorte que c'est le modèle de Bullman-Straub qui sera le modèle approprié pour calculer des primes de crédibilité. Mentionnons également que plus souvent qu'autrement, le ratio que l'on utilise, c'est une mesure de la sinistralité d'un contrat divisé par le poids que l'on va utiliser dans le modèle de Bullman-Straub. Ce n'est pas obligatoire de fonctionner comme ça, mais c'est souvent le cas. Alors, par exemple, en accident du travail, le ratio qui est utilisé souvent, c'est quelque chose comme le montant total des sinistres d'un employeur divisé par la masse salariale de cet employeur. On pourrait utiliser des taux de sinistralité, ce qui est appelé en anglais des loss ratios. Dans ce cas-là, ce que l'on aurait, c'est encore le montant total des sinistres divisé par le montant total des primes payées par un assuré. On pourrait aussi, si on s'intéresse uniquement à la fréquence des sinistres, regarder par exemple le nombre d'accidents dans une flotte de véhicules divisé par le nombre de véhicules. Et donc, ça serait tous des exemples de définition de notre ratio où le dénominateur du ratio est le poids que l'on utilise dans le modèle de Bullman-Straub. Dernière remarque également, donc on a toujours, là c'est important, que le paramètre de structure qui est la variance intra, c'est toujours l'espérance de sigma carré de θ. Mais attention, le sigma carré de θ, qui représentait la variance de notre variable de tarification dans le modèle de Bullman, ce n'est plus le sigma carré de θ, la variance de notre variable de tarification. En fait, la seule chose que l'on peut dire pour le sigma carré de θ, c'est que c'est égal au poids fois la variance de xit. Donc, en quelque sorte, sigma carré de θ représente la variance par unité de poids. Ce qui fait en sorte que l'on peut définir le S carré comme l'espérance de WIT fois la variance de XIT sachant θ, mais ce n'est pas une définition qui est très simple à interpréter parce qu'on aurait tendance à penser que le S carré devrait dépendre de I et de T, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je vous encourage à ne pas vraiment regarder la définition de ce point de vue-là. Mais quand même, ce que je veux vous garder en tête, c'est le fait que S carré dépend quand même du poids des contrats et ça va jouer un rôle dans un instant, on va y revenir. Je saute par-dessus 2 diapositives pour en arriver à l'expression de la prime de crédibilité dans le modèle de Bullman-Straub. Même forme que dans le modèle de Bullman, 2 différences principales. Premièrement, la moyenne d'un contrat, la prime individuelle XIW, c'est une moyenne pondérée des observations plutôt qu'une simple moyenne arithmétique comme on avait dans le modèle de Bullman. Deuxième différence, le facteur de crédibilité, Z, dépend maintenant du contrat, puisque le facteur de crédibilité dépend du poids d'un contrat. Donc, le facteur de crédibilité peut être différent d'un contrat à l'autre. Ici, faites attention. Ce que l'on est en train de calculer comme prime de crédibilité, c'est une prévision du ratio pour la prochaine année et non pas d'un montant total. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on est en train de regarder en accident du travail, et que notre variable de tarification, c'est le montant total des sinistres divisé par la masse salariale,
Ce que nous sommes en train de calculer dans le modèle de Bullman-Schwab, c'est une prévision de ce ratio-là pour la prochaine année et non pas un montant de prime totale pour un employeur. Ce que je suis en train de calculer, donc, c'est une prévision de son ratio montant total des sinistres divisé par la masse salariale pour la prochaine année. Si je veux obtenir le montant total des primes pour l'employeur pour la prochaine année, je vais devoir remultiplier ce ratio-là par la masse salariale. Donc, il y a une nuance importante ici à qu'est-ce qu'on est en train de calculer comme prime de crédibilité. Dans le modèle de Bullman, on pouvait dire qu'on est en train de calculer directement la prime totale à payer, à charger pour la prochaine année. Dans le modèle de Bullman-Schwab, ce n'est pas la prime totale, mais uniquement un taux de prime que nous sommes en train de calculer. Ça devrait jouer un rôle important dans votre travail pratique. Il y a eu plusieurs interrogations à ce sujet-là. Autre chose sur cette diapositive sur laquelle je voulais donc attirer votre attention, le facteur de crédibilité maintenant dépend du poids total d'un contrat, donc WI point sur WI point plus la constante qui est toujours S carré sur A. Et c'est là que la notion de poids dans le S carré devient importante. Parce que regardez, si pour une raison quelconque, par exemple en accident de travail, je décide de ne non plus calculer les poids en dollars de masse salariale, mais en milliers de dollars de masse salariale, je vais donc diviser tous les poids par 1000. Il ne faudrait pas que le facteur de crédibilité soit réduit juste parce que j'ai changé l'échelle des poids, n'est-ce pas? Le facteur de crédibilité d'un assuré devrait demeurer le même. Ben, c'est justement ce qui va arriver. Si on regarde le Z et que l'on divise les poids par 1000, les WI points au numérateur et au dénominateur seront divisés par 1000, mais le S carré également va être divisé par 1000. Chose qu'on ne voit pas nécessairement quand on regarde la formule comme ça, mais tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur le fait que le S carré dépendait des poids. Donc, c'est là qu'on peut voir que le S carré dépend, en fait, une espèce d'unité de grandeur qui va avec les poids. Je dis un mot rapidement sur les estimateurs des paramètres de structure. Premièrement, pour ce qui est de l'estimation de la moyenne collective, l'estimateur intuitif serait de calculer la moyenne pondérée de l'ensemble des observations. Mais il s'avère que dans le modèle de Bullman-Schwab, on peut démontrer que le meilleur estimateur de la moyenne collective, meilleur au sens où il a une variance inférieure à l'estimateur intuitif, c'est une moyenne pondérée, mais où les facteurs de crédibilité sont utilisés pour pondérer les moyennes des assurés. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu moins intuitif, mais on peut démontrer mathématiquement l'intérêt d'utiliser ce genre d'estimateur-là. Donc, dans les calculs, je vais m'attendre à ce que vous utilisiez cet estimateur de la moyenne collective. Donc, où le poids qu'on l'on accorde aux moyennes de chacun des contrats, c'est le facteur de crédibilité du contrat plutôt que le poids total du contrat. Pour ce qui est de la variance intra, quelque chose d'assez intuitif encore là. Vous voyez qu'à l'intérieur de la somme, on a XIT moins XIW au carré, ce qui correspond à la variance des observations pour un contrat. Et remarquez ici qu'on multiplie ensuite par le poids. Donc, c'est là que vous pouvez voir que si on multiplie tous les poids par 1000 ou si on les divise tous par 1000, le S carré, l'estimateur du paramètre S carré sera multiplié ou divisé d'autant. Également, chose importante, si vous regardez le facteur qui est devant les sommes, ce que l'on a dans le fond au dénominateur, c'est le nombre total de termes dans la somme, I fois N, moins le nombre de moyennes individuelles qui sont estimées. Donc, le nombre de moyennes XIW qui sont estimées. Et ici, puisqu'il y a grand I contrat, on a grand I moyennes qui sont estimées. Donc, là, je récapitule le diviseur du S carré chapeau, c'est le nombre de termes dans la somme moins le nombre de contrats, essentiellement. On va y revenir dans un instant. Pour ce qui est de l'estimation de la variance inter, on a deux estimateurs encore. Celui-ci, A chapeau, c'est un estimateur qui est sans biais, mais qui a la fâcheuse possibilité d'être négatif si le terme I-1 fois S carré chapeau est plus grand que la somme qui le précède.
Et là, vous avez quelque chose de très particulier. Un estimateur de variance qui est sans biais, mais qui, pour être sans biais, doit pouvoir être négatif, malgré que ce soit un estimateur d'une quantité qui est toujours positive, une variance. Alors, pensez-y, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais que l'on rencontre quand même surprenamment fréquemment en statistique. Donc, c'est notre problème de notre estimateur qui peut être négatif. On a un autre estimateur, dit l'estimateur de Michel-Straub, que je note toujours à tilde, qui, lui, peut être toujours positif, parce que c'est simplement une somme de termes au carré. Mais si vous regardez cet estimateur-là dans le blanc des yeux, vous voyez que du côté gauche de l'égalité, j'ai mon paramètre A que je cherche à estimer, mais il se trouve également du côté droit de l'égalité à l'intérieur des facteurs de crédibilité. Donc, ce que l'on a essentiellement ici comme équation, c'est une équation du type A est égal à une fonction de A. Et ça, c'est un point fixe. Alors, cet estimateur de Michel-Straub est donc le résultat plutôt d'un calcul de points fixes. Donc, il doit être calculé de manière itérative. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une première estimation de notre paramètre A. Typiquement, on prend le A chapeau qui est en haut de la diapositive. On le met du côté droit de l'équation. On obtient une nouvelle valeur et on répète cette chose-là jusqu'à ce que ce qui rentre d'un côté soit égal à ce qui sort, soit l'algorithme du point fixe que vous connaissez bien. Puisque cet estimateur-là n'est pas un véritable estimateur au sens statistique du terme, c'est pour ça qu'on l'appelle un pseudo-estimateur. Donc, encore là, je vous encourage à utiliser cet estimateur-là lorsque c'est possible de le faire. Quand est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant uniquement lorsque l'estimateur A chapeau est positif. Autrement, on peut démontrer que A tilde va nécessairement converger vers 0 et donc c'est absolument inintéressant de le calculer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ça va être mon dernière remarque sur le sujet. Lorsque le nombre d'observations n'est pas le même pour tous les contrats, ce que j'appelle le fait d'avoir des données manquantes. En fait, il y a une seule formule qui change et c'est celle de l'estimateur de la variance intra, donc S carré chapeau, où ce qui change en fait essentiellement c'est le dénominateur. Et encore là, si vous regardez ça comme il faut dans le blanc des yeux, ce que ça signifie simplement, c'est que le dénominateur est toujours le même, soit le nombre de termes dans la somme moins le nombre de moyennes estimées ou le nombre de contrats. En terminant, une excellente façon de bien comprendre tous les calculs dans le modèle de Bullman-Schraub, dans tous les autres modèles de crédibilité, consiste essentiellement à programmer ces techniques-là. Bon, là, la programmation, elle est déjà faite pour vous à l'intérieur de la fonction CM de Actuar. Alors, ce que vous pouvez peut-être quand même faire, et ça, je vous encourage à le faire, c'est d'aller voir le code source de Actuar, comment est-ce que ces choses-là sont programmées. Donc, si vous allez voir dans le dépôt du code source de Actuar dans GitLab, et qu'on se déplace dans un dossier qui s'appelle R, et que vous descendez un petit peu, vous allez trouver un fichier qui s'appelle bstraub.r qui contient le code source de la fonction qui fait le calcul pour le modèle de Bullman-Straub. Donc, si on jette un petit coup d'œil à tout ça, vous allez voir le genre de calcul que l'on fait. Donc, vous pouvez suivre essentiellement le calcul et l'avantage d'aller voir dans le code source comme ça, c'est que vous avez les commentaires. Donc, vous voyez ici, on a à la ligne 41 le calcul des poids totaux, le calcul des moyennes individuelles, ensuite à la ligne 42, le nombre de contrats, le nombre total d'observations, le poids total dans le portefeuille, l'estimation du paramètre S carré, l'estimation du paramètre A avec l'estimateur A chapeau. Et ensuite, vous voyez, pour ce qui est du calcul de l'estimateur itératif A tilde, on dit, vous voyez dans les commentaires, que A tilde est estimé et calculé seulement si, l'utilisateur l'a demandé, si tous les poids ne sont pas égaux, parce que si tous les poids sont égaux, on est dans le modèle de Bullman et il n'y a aucun intérêt de calculer cet estimateur, et uniquement également si le paramètre, l'estimateur A chapeau, était lui-même positif. Donc, vous avez ici, voyons, on appelle une fonction auxiliaire qu'on reverra dans un instant. Vous avez ensuite le calcul de la moyenne collective
que j'ai appelé ratio.zw, donc qui est l'estimateur de la moyenne collective. Et un petit peu plus bas, vous avez l'estimateur, la fonction qui fait le calcul de A chapeau et la fonction qui fait le calcul de A tilde. Et vous reconnaîtrez ici essentiellement la méthode du point fixe comme on l'avait vu dans le cours de méthode numérique. Voilà ce qui conclut cette petite révision du modèle de Boolman-Straub. J'espère que vous aurez été utile.